Merci, bonjour à toutes et à tous. Bravo pour l'organisation de ce sujet de ce thème qui va prendre de plus en plus d'importance et d'un thème qui est juridiquement très sous-étudié. Moi-même, j'avoue que je suis rentré dans le thème des fermes publiques parce que je suis rentré à l'origine dans le comité de pilotage de Montsartou. Et donc, depuis 2011, année après année, j'accompagne un peu juridiquement à dire vrai, je mets plus souvent des freins qu'autre chose, parce que le juriste, il est très embêté devant ce phénomène. Il est très embêté devant ce phénomène pour plusieurs raisons. D'abord parce que les fermes publiques, ça commence quand une municipalité met des fruitiers, quelques plantes potagères dans un espace vert, accessible au public, jusqu'à la régie de Toulouse, qui en 75 avait quelque chose comme 420 hectares, donc qui n'avait pas d'objectif alimentaire d'ailleurs au départ, qu'il l'a eu petit à petit. Et donc c'est d'une extrême diversité, les fermes publiques. C'est aussi un terrain actuellement, on peut dire, d'expérimentation. Finalement, il y a beaucoup de choses qui sont essayées, expérimentées, et beaucoup de situations qui, je dirais, sont sous les radars juridiques. C'est-à-dire qu'en gros, on laisse se faire, mais, par exemple, à Montsartou, si je prends l'exemple de Montsartou, Arthur, tu dis, enfin tout le monde d'ailleurs à Montsartou, on parle comme d'une régie, la régie de Montsartou, mais c'est pas une régie juridiquement, parce qu'il n'y a aucun moyen d'identifier la ferme publique dans le budget communal. Et quand Gilles Pérol, on lui demande combien coûte le repas à Montsartou, il dit en gros c'est ça, mais je peux pas le dire exactement parce que quel pourcentage du salaire du comptable de la commune je vais intégrer, parce qu'il s'en occupe un peu, mais il s'occupe de ça en même temps qu'autre chose, le service des espaces verts et ceci et cela. Et donc, ce qu'on appelle la régie de Montsartou, c'est une ferme municipale sans vêtements juridiques. Voilà. Alors le droit, il propose des vêtements, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de collectivités qui choisissent le sans vêtements. Et il s'agit pour nous, juristes, de savoir ce qu'on fait de ça. Donc une très grande diversité, beaucoup d'expérimentation sous les radars. Et finalement, évidemment, on peut aborder la question sous un angle d'emblée technique, mais il me semble que face à une telle hétérogénéité des situations et une telle inconnue de ce qu'on peut en dire en droit, il faut commencer peut-être par enraciner les fermes publiques. Et pour enraciner les fermes publiques, il me semble que le meilleur moyen, ce sont, en tout cas pour ce qui concerne l'objectif alimentaire, enraciner dans les textes internationaux sur le droit à l'alimentation. Et parce que c'est intéressant, les textes sur le droit à l'alimentation, les textes internationaux, on a tendance à les oublier parce qu'on parle du droit à l'alimentation, moi aussi d'ailleurs je parle du droit à l'alimentation. En réalité, dans les textes internationaux, il y a le droit à un niveau de vie suffisant pour couvrir ses besoins fondamentaux, l'alimentation, notamment l'alimentation, l'habillement, le logement, la santé, la culture. C'est l'alimentation parmi d'autres, mais c'est un droit à un niveau de vie suffisant. Et il y a à côté le droit à être à l'abri de la faim. Ça, ce sont les textes internationaux. Les deux, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et en fait, aujourd'hui, la question qui se pose, elle se pose pour toute une population, la grande partie de la population, qui peut avoir les moyens de subvenir à ses besoins alimentaires, qui n'est pas forcément redevable de l'aide alimentaire, mais qui est dans une situation
de dépendance alimentaire qui est relativement nouvelle, dépendance alimentaire parce que c'est le cas des enfants, c'est le cas des personnes hospitalisées, c'est le cas des personnes en prison, c'est le cas des personnes en EHPAD, c'est évidemment le cas des personnes en situation de précarité. Mais la grande partie, finalement, ce sont des personnes qui peuvent avoir un niveau de vie suffisant, qui ne sont pas forcément dans l'aide alimentaire, mais qui sont dans la dépendance d'autrui pour leur alimentation. Et le droit à l'alimentation, comment il aborde ça, évidemment, quand on le lit à la lumière d'aujourd'hui, ce sont des textes qui datent de 1948, des années 60, pour le second. Lorsqu'on le lit aujourd'hui, on peut repartir, je vous recommande de le faire d'ailleurs, de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cet article, il dit ceci, alors à propos du droit à être à l'abri de la faim, on peut l'étendre à l'ensemble du droit à l'alimentation. Il suppose ce droit d'améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'on croise là déjà dans ce qu'on appelle le PIDESC, je dirais le PIDESC pour aller plus vite, on croise la question alimentaire avec la question des ressources naturelles, de la terre, du foncier, et de la productivité possible de cette terre. Et le PIDESC précise comment on fait pour relier cette question du besoin alimentaire avec la question des ressources naturelles. Il dit ceci, 3 politiques, la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques. La pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, ça ne veut pas dire tout bio, mais ça veut dire que les savoir-faire locaux, l'agroécologie, la permaculture, tout ce que la science produit, la science et la connaissance sociale aussi, produit, doivent participer, contribuer à la mise en œuvre de ce lien entre l'alimentation et les ressources naturelles. La deuxième politique que recommande le PIDESC, c'est la diffusion de principes d'éducation. À l'époque, c'était surtout l'éducation nutritionnelle, il fallait bien faire, aujourd'hui d'ailleurs encore, c'est toujours aussi l'éducation nutritionnelle, mais c'est posé comme tel, comme une condition de mise en œuvre du droit à l'alimentation. Et puis la troisième politique que réclame le PIDESC, c'est le développement ou la réforme des régimes agraires, c'est-à-dire le développement de politiques foncières et de politiques des ressources naturelles. Et au fond, dans ce texte d'origine qui définit la manière dont les États doivent mettre en œuvre le droit à l'alimentation, on trouve tout ce qui constitue les racines ou les contenus principaux des fermes publiques. Un travail sur les connaissances agronomiques, les connaissances environnementales, un travail d'éducation des personnes qui relèvent de ces politiques, et puis un travail sur le foncier et les ressources naturelles. Alors ça, c'est, au fond, le pacte international, déjà, il relie toutes les fermes publiques qui constituent cette espèce de nuage hétérogène de situations extrêmement différentes. Et c'est la raison pour laquelle c'est un possible enracinement d'un droit à construire des fermes publiques. Alors évidemment, le droit, on n'est pas encore au local. On est à l'international et la responsabilité des États. Mais quand on descend d'un étage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on descend d'un étage, les traités internationaux ratifiés par la France, ils ont une valeur supérieure à la Constitution. On descend à la Constitution de 1958 et à l'article 72 de la Constitution. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences
qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. C'est la Constitution de 1958. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. C'est ce que j'appelle, dans cet article 72, un principe de subsidiarité descendante. Le principe de subsidiarité, on ne le connaît que ascendant, c'est-à-dire on va de la compétence nationale à la compétence de l'Union européenne. Ici, il s'agit de descendre de la compétence de l'État à des compétences infranationales, non pas parce que la loi aurait défini une compétence alimentaire, mais parce que les collectivités sont les mieux à même de mettre en œuvre des politiques qui pourraient être par ailleurs nationales. Mieux à même de les mettre en œuvre à leur échelon. Eh bien, le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, il a eu l'occasion d'appliquer cet article. Alors, c'est pas pour des fins publiques, c'est pour des parcs éoliens. Il s'agissait de l'État a décidé que le préfet pouvait définir, délimiter les zones géographiques d'installation des parcs éoliens. Et il y a eu des contestations, à la fois devant le Conseil constitutionnel, puis après devant le Conseil d'État, pour dire, mais en fait, on porte atteinte à la liberté des collectivités, qui peuvent être mieux placées que l'État pour savoir comment installer un parc éolien sur leur territoire pour produire de l'énergie. Et bon, les instances juridictionnelles ont décidé que l'État était le mieux placé, mais le Conseil constitutionnel, il dit dans sa décision que c'est parce que l'État est le mieux placé qu'on décide ça. Et évidemment, sauf à revenir au sauf-cause de l'URSS, on imagine mal que les fermes publiques soient nationales. De telle sorte qu'en passant du PIDESC à l'article 72 de la Constitution, on arrive à la possibilité juridiquement solide de fermes publiques locales. Alors après ça, évidemment, on descend encore d'un étage parce que il faut voir s'il n'y a pas une contradiction, si ce principe de subsidiarité descendante n'est pas contredit par la distribution des compétences, qui, elle, est plus rigide. Et ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt, la distribution des compétences se fait plutôt en faveur de ces fermes publiques dans les collectivités territoriales ou locales, pour reprendre votre mot. Par exemple, dans le Code de l'action sociale et des familles, quand on présente la lutte contre la précarité alimentaire, on y associe immédiatement l'État et les collectivités. Les collectivités ont une compétence au regard de la lutte contre la précarité. Quand une ferme publique alimente une épicerie sociale, une épicerie solidaire, on est tout à fait dans ce cadre-là. Une autre compétence est évidemment manifeste dans le Code de l'éducation, c'est celle des cantines, des restaurants scolaires, pour les communes, pour les écoles, les collèges, le département, la région, les lycées. Là, c'est une compétence qui est évidemment évidente. Et cette compétence, elle est devenue évidente aussi avec les projets alimentaires territoriaux. On ne peut pas à la fois donner de la main droite les projets alimentaires territoriaux aux collectivités, puis après les reprendre de la main gauche. Et donc, on voit que institutionnellement, les collectivités sont de plus en plus investies dans ce domaine, mais investies juridiquement. Pas comme ça, on quitte le domaine des expérimentations pour entrer dans du droit dur. Et ces compétences alimentaires, elles sont aussi évidentes du côté du foncier. Quand on regarde le Code général des collectivités territoriales, que les communes, les départements et les régions concourent avec l'État
Alors à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel, etc., la promotion de la santé. La compétence foncière, évidemment, elle est évidente au regard du Code de l'urbanisme, ne serait-ce que ça. Elle apparaît aussi avec évidence dans les règles, des parties du Code de l'environnement. Et elle peut s'autoriser d'un texte européen qui a été ratifié par la France dans un décret. C'est la Charte européenne de l'autonomie locale, dont l'article 4 précise que les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité. Et donc là, on prend la charte, elle prend le problème à l'envers, elle ne se demande pas si les collectivités ont une compétence alimentaire ou autre, elle se demande est-ce qu'il y a une loi qui les prive de cette compétence? Et s'il n'y a pas de loi qui les prive de cette compétence, eh bien la charte nationale, la charte européenne par exemple, par contre, de l'autonomie locale, ratifiée par décret en France, cette charte dit, dans ce cas, il faut laisser toute latitude aux collectivités. C'est pas sans intérêt juridiquement, surtout que ce sont des textes qui ont une valeur juridique certaine. Alors, est-ce que cela donne aux collectivités les moyens d'agir concrètement? Alors évidemment, si on reprend l'exemple des projets alimentaires territoriaux, là, l'État donne aux collectivités les moyens d'agir. Bien sûr, l'État garde un œil pour savoir si on valide ou non le projet alimentaire territorial. Il doit y en avoir actuellement, je ne sais pas, 500 ou 600. Luc Bodigel connaît sûrement ça mieux que moi. Il en parlera peut-être demain. Mais s'il y a au moins 500 ou entre 500 et 600 collectivités qui sont déjà validées de ce côté. Et quand on regarde l'ensemble des textes que vous avez évoqués, les régies, les services publics administratifs, services publics industriels et commerciaux, les SIEG qu'on a tendance à oublier, les services d'intérêt économique général de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui permet de déroger aux règles de concurrence et qui permet de déroger aux règles d'interdiction des aides d'État lorsque l'État ou la collectivité met en œuvre un service économique d'intérêt général. La Commission, d'ailleurs, je crois, publié un document dans lequel elle regrette qu'il y ait aussi peu de collectivités, nationales ou infranationales, qui se réfèrent à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y en a en effet très peu. Je ne sais plus, j'avais vu en France, ça se compte sur les doigts des deux mains. Et en réalité, peut-être que ces services d'intérêt économique général, on ne sait pas trop comment ça fonctionne parce qu'on ne les utilise pas. Mais ce serait peut-être bien d'y réfléchir. Et parce que c'est une porte d'entrée prête pour savoir si on tombe, entre guillemets, sur des SPA ou sur des SPIC. Bon. Mais ce n'est pas moi qui vais me lancer dans cette discussion, n'étant pas rompu à ces questions techniques du droit public. En revanche, du côté du droit privé, il y a quelque chose qu'on oublie, dont on ne parle jamais, et qui est absolument fondamental, qui devrait être la première des références. C'est l'article 544 du Code civil. C'est l'article 544 du Code civil parce que, d'abord, le Code général de la propriété des personnes publiques, lui, il prévoit bien le passage de son code au Code civil quand une collectivité acquiert du foncier. Et le Code général de la propriété des personnes publiques dit, eh bien, on bascule sur le droit civil.
sur l'article 544. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'article 544? Bien sûr, on peut dire, mais l'affectation n'est pas complètement libre pour une collectivité, autrement dit, l'usus peut être limité, mais en revanche, produire, c'est le fructus, et on ne peut pas empêcher un propriétaire de produire avec sa terre. C'est le fructus. Le fructus qui a deux aspects en droit civil, les fruits naturels, c'est les fruits de l'agriculture, et puis les fruits civils, ce sont les loyers, les baux, etc. Mais une ferme publique, c'est une collectivité qui est propriétaire d'une terre et qui, à ce titre, dispose du fructus de la propriété, donc de la possibilité de recueillir les fruits, de produire et de recueillir les fruits de cette terre. Pour en faire quoi? Pour en faire ce qu'elle a envie d'en faire, puisque la charte européenne de l'autonomie locale dit qu'il faut leur laisser toute latitude. Et ce serait complètement juridiquement et matériellement stupide de dire non, ils ont le droit de produire, mais après, il faut qu'ils laissent ça pourrir. Ben non. Alors, est-ce que les collectivités peuvent en faire absolument ce qu'elles veulent? Vendre, pas vendre, à n'importe qui? Non. Non, sans doute. Et sans doute parce que du côté du droit privé, il ne faut pas oublier l'article L410-1 du Code de commerce qui dit que les collectivités, les personnes publiques sont soumises au droit de la concurrence comme les personnes privées. Le seul moyen d'échapper aux règles de concurrence, c'est le service d'intérêt économique général de l'article 106 du TFUE, du traité sur le fonctionnement. Et quand on dit en droit français, il y a cette question de savoir si pour que la collectivité agisse, il faut qu'il y ait une carence de l'initiative privée. Ça, c'est une question qui, à mon avis, n'est pas compatible avec l'objectif alimentaire. Parce que en matière alimentaire, en tout cas en France, mais dans beaucoup de pays, il n'y a aucune carence de l'initiative privée puisqu'on est dans un marché mondial, d'une part, et dans un marché unique européen, d'autre part. Et que notre sécurité alimentaire, elle n'est pas compromise. On a beau dire partout souveraineté, 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 en définissant d'ailleurs la souveraineté d'une manière très confuse, très bizarre, et en tout cas très peu conforme à ce que les très anciens auteurs qui ont conçu ce concept voulaient en faire, il n'y a pas de carence de l'initiative privée. Et les marchés publics permettent à n'importe quelle collectivité d'approvisionner sa cantine sans pour autant avoir à dire que la ferme publique est une nécessité. Donc il faut raisonner autrement que par ce biais-là, et peut-être que le mieux, c'est finalement de raisonner en partant d'en haut, en partant du PIDESC, de la Constitution, de la Charte européenne, des textes de compétences, des textes aussi qui laissent la liberté, c'est la clause de compétence générale d'ailleurs, clause de compétence générale, qui laisse aux collectivités la possibilité de faire ce qu'elles peuvent faire qui n'est pas interdit, qui ne relève pas de la compétence de quelqu'un d'autre, de l'État ou d'une autre collectivité. Et puis on tombe sur le droit de la concurrence, où là on tombe sur du droit dur. Et par exemple, à Montsartou, je me souviens, tout début, pourquoi à Montsartou, il y avait une politique foncière très, très avancée avant, c'était André Aschieri, mais pourquoi un démarrage d'une ferme publique? Simplement parce que à Montsartou, dans ce coin-là, il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas de maraîchage. On trouve des fleurs pour faire des parfums, on trouve des oliviers, on trouve des choses comme ça, mais le maraîchage, il n'y en avait pas, et à Montsartou, il n'y en avait pas, alors ils ont fait une ferme. Et puis, après, ça se complique, parce qu'à côté de la ferme, on commence à installer des maraîchers. Donc là, il faut commencer à réfléchir à la question de la concurrence, qui a donné lieu à un article, je ne sais plus quelle revue, il y a quelques semaines, pour fustiger les fermes publiques comme portant atteinte à l'économie privée, en faisant une concurrence déloyale à l'économie privée. En réalité, non. Simplement, c'est vrai qu'il faut respecter les règles de concurrence. C'est-à-dire pas de position dominante, pas d'entente, pas de prix prédateur. Pourquoi est-ce que l'État, quand il publie une charte des épiceries sociales, prend soin de dire que les prix dans les épiceries sociales ne doivent pas être trop éloignés des prix de marché?
C'est parce que s'ils sont trop éloignés des prix de marché, ils deviennent des prix prédateurs. C'est la raison pour laquelle on fait souvent dans les épiceries sociales des prix à 2 niveaux, un pour les personnes qui ont les moyens et un pour les personnes qui ont moins les moyens, et puis les uns compensent les autres de telle sorte qu'on est à un médium de marché. Et donc, qu'est-ce qui manque? Alors, on a déjà pas mal de choses pour permettre aux collectivités de faire des fermes publiques. Qu'est-ce qui manque? Peut-être que, précisément parce qu'il va peut-être y avoir, on peut l'espérer, un texte, une loi cadre qui transpose en droit français le droit à l'alimentation, si d'aventure le projet va à son terme, bien moi je dirais qu'il ne faudrait pas oublier dans cette loi cadre d'y intégrer des règles foncières, une évolution foncière. Une évolution foncière de plusieurs sortes, je me contenterai de dire des révolutions foncières qui va à l'encontre des préconisations je dois le dire, de l'Académie d'agriculture de France, qui, elle, préconise que tous les pouvoirs soient concentrés entre les mains du préfet. Y compris, d'ailleurs, pour l'exercice du droit de préemption de la SAFER. C'est-à-dire ça va assez loin. Pour ma part, je dirais non. Pour ma part, il me semble que ce qu'on pourrait faire utilement, déjà, c'est dans les comités techniques des SAFER, dans lesquels il y a les collectivités et les associations de protection de l'environnement, qu'on pourrait aussi y intégrer des associations qui travaillent sur la question alimentaire. Des associations, parce que quand même, s'il y a ces mouvements fonciers sur l'agriculture, c'est au bout du compte quand même pour qu'on se nourrisse. Et donc, c'est bien qu'il y ait des associations de protection de l'environnement, mais il pourrait y avoir aussi des associations à objet disons, attachés au droit à l'alimentation. Puis je pense aussi qu'on pourrait donner aux collectivités territoriales, on en discute à Montsartou, donner aux collectivités territoriales un droit de préemption de second rang derrière la SAFER. Si la SAFER ne préempte pas parce qu'elle n'a pas l'argent, par exemple, eh bien, on ouvre le droit de préemption à la collectivité territoriale qui aurait un projet alimentaire territorial. Bon, pas au sens forcément mais par exemple un projet de ferme, de jardin partagé, ou de ce qu'on voudra de ce type qui requiert du foncier. On pourrait même, plutôt qu'un droit de préemption de second rang, dire que la collectivité peut financer le droit de préemption qu'exercera la SAFER sous la condition que l'acquisition foncière se fasse au profit d'un projet que le juge pourra contrôler, que tout le monde pourra contrôler. Donc, il ne s'agit pas de laisser faire n'importe quoi, mais en tout cas de débloquer, de permettre ces acquisitions foncières qui permettront de développer les fermes publiques. Non seulement rattachées au PIDESC, à la Constitution et au reste, les fermes publiques ont une grande légitimité, mais à l'occasion d'une réforme foncière ou d'une réforme du droit à l'alimentation, d'une loi cadre sur le droit à l'alimentation, on pourrait donner un coup d'accélérateur aux fermes publiques qui auraient des objectifs, au moins d'intérêt général. Je ne sais pas s'il faut dire service public ou pas service public, ça je laisse les spécialistes discuter, mais au moins d'intérêt général, ça me paraît incontestable. Voilà, je vous remercie. Vous aviez une question? Oui. Non, c'est... est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie pour cette intervention. Ah. Oui. Non, je... Branche-le. Il y a... Merci. Non, c'était juste pour demander s'il y avait eu, parce que je me suis demandé ça en préparant l'intervention de demain, mais il y a du coup des contestations qui ont été formalisées ou des contentieux qui ont été formalisés pour s'opposer à la création des fermes publiques locales. Et du coup, est-ce que c'est une question qui est purement théorique, de savoir oui, mais est-ce qu'on est vraiment compétent, ou est-ce qu'il y a eu des contestations? Parce que dans d'autres projets, j'ai parfois aussi le symptôme des collectivités qui se posent cette question, parce que si c'est pas marqué quelque part qu'elles ont le droit de le faire, elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de le faire. Et ça, c'est le meilleur moyen de s'auto-mutiler, pour pas dire quelque chose de plus vulgaire, mais qu'en fait, surtout pour une commune,
la liberté, elle est quand même très, très grande. Enfin, je veux dire, l'obstacle de l'intérêt public communal, il est très, très faible, en fait. Enfin, quand même très forte proportion à pouvoir définir ce qu'on a envie de faire pour sa ville et sa commune, et la clause générale est maintenue, etc. Donc je me demandais, est-ce que c'est une question purement théorique qui est de l'autocensure, ou est-ce qu'il y a réellement eu des oppositions de la part de, je ne sais pas, quel exploitant, quelque chose comme ça? Il y a incontestablement une part très importante d'autocensure. Il y a une frilosité, on n'ose pas, et puis on n'ose pas, on ne voudrait pas se fâcher avec les agriculteurs, quoi. Et donc, ça suppose de réunir tout le monde. C'est compliqué de faire ça dans une commune, je sais pas, en Loire-Atlantique, il y a beaucoup d'agriculteurs. Si on commence à faire des fermes publiques pour court-circuiter les marchés, ça va grogner, quoi. Donc il y a une part d'autocensure qui, pour moi, justifie, même si on a un volet juridique déjà solide, ça justifierait d'avoir quelque chose de positif mais il y a aussi une contestation qui, bon, ça, pour l'instant, c'est un article dans une revue, mais qui vient d'un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et qui se pose la question quand même de la concurrence entre les fermes publiques et les fermes privées, pour dire vite, et les atteintes qu'on peut porter au bout du compte, y compris aux concessions, délégations, et à toutes les entreprises privées qu'on connaît bien qui sont chargées de la restauration collective dans les EHPAD et ailleurs. Si les communes ou les départements se mettent à faire ça, voilà, quel est l'impact sur les activités économiques privées? Donc, c'est potentiellement qu'il y a une contestation, à mon avis, à venir, d'où l'importance du sujet maintenant. Si je peux réagir sur la question, localement, en fait, ça se passe plutôt très bien. C'est plus des positionnements qui vont être des positionnements abstraits, un peu a priori, effectivement, de certains acteurs. Typiquement, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui se passe avec les chambres d'agriculture, où, si je prends l'exemple de la métropole de Lyon, c'était vu étrangement de faire une ferme publique à l'origine. Aujourd'hui, ça se passe très bien avec le bureau technique de maraîchage de la Chambre. Et comme effectivement le risque est pris par la puissance publique sur les terres de la métropole, il y a des expérimentations qui peuvent être faites et qui bénéficieront potentiellement, parce que la ferme est relativement jeune, donc on n'a pas beaucoup de recul sur ces expérimentations-là, mais qui permettent en tout cas des interactions très claires avec le bureau technique, que ça représente aussi un marché pour les chambres d'agriculture qui peuvent accompagner les collectivités, y compris en l'occurrence avec ce bureau technique auquel souscrit la métropole. C'est aussi le cas pour la ferme départementale, où il y a quand même eu des analyses de sol par la Chambre. La Chambre reconnaît d'ailleurs le travail de Montsartou par rapport à sa politique agricole et alimentaire, la Chambre du 06, notamment pour son opposition face à des projets qui seraient des projets contre les intérêts des agriculteurs, pour sa politique aussi d'installation, etc. Et en fait, c'est vrai que, encore une fois, remettre dans l'approche systémique, ça permet de remettre aussi les fermes publiques dans l'élan que ça donne aux élus et aux techniciens des collectivités, qui leur permet en fait de prendre à bras le corps les questions agricoles et alimentaires. Et accessoirement, ça coche toutes les cases du commerce équitable et de la rémunération juste des agriculteurs et des agricultrices, qui est quand même une très grosse question. Mais juridiquement, l'un des enjeux, c'est aussi de surmonter les élections dans les différentes collectivités. Parce que l'exemple de Dijon, par exemple, Dijon, politique alimentaire extraordinaire avant les élections, pas celle-ci, mais celle d'avant. Puis après, changement de majorité, coup d'arrêt aux politiques alimentaires, et puis finalement, ils se sont rendus compte quand même que c'était quand même pas si mal, et donc ils sont revenus après. Mais la difficulté des élections, tout le monde se pose la question, à Montsartou aussi, tout le monde se pose la question, et comment on peut solidifier la base juridique de ça pour qu'au changement de majorité, s'il y en a un, il n'y ait pas de remise en cause. En sachant que ça reste un élan transpartisan, c'est-à-dire que typiquement au réseau national des fermes publiques, beaucoup de collectivités qui sont membres même du conseil d'administration, en fait, il y a une belle représentation d'une diversité de couleurs politiques, y compris très à droite, par exemple, ou pas forcément étiquetées écologistes, quoi. Ce qui permet aussi de renforcer peut-être la dynamique et de reconnaître, même dans un cas de basculement, comme ça a été le cas à la métropole, par exemple. Là, typiquement, sur l'organisation des rencontres nationales,
les 4 et 5 novembre 2026, vous êtes les bienvenus. Et ben, ça a été une co-organisation avec Caluire et Cuire et avec la métropole, parce qu'on sait aussi que Caluire et Cuire n'est pas identifié écologiste, n'a pas cette casquette-là, en fait, qui serait une espèce d'immense problème. Là, le changement de majorité n'a pas eu de... Et en fait, les rencontres auront lieu sans problème, et il y aura justement en fait, l'élu de Caluire et Cuire qui sera aussi en fait, VP de la métropole et chargé de l'alimentation. Donc en fait, ça va se goupiller très très bien. Donc c'est la preuve que malgré des fragilités qui peuvent avoir lieu dans des contextes d'élections municipales, par exemple, en fait, la pertinence des projets peut transcender les clivages politiques aussi. Oui, je peux rajouter quelque chose. Oui, et je pense aussi que, alors, un peu de manière théorique, il peut se jouer des effets d'entraînement à l'échelle locale, c'est-à-dire que les initiatives que portent à voir ces fermes-là, et donc le type d'alimentation qu'elles promeuvent, c'est encore une fois à des échelles de volume de production extrêmement petits qui peuvent donner à l'échelle territoriale l'envie à des parents, à d'autres consommateurs d'être dans les mêmes logiques, et de fait qui offrent des marchés à d'autres types, à des agriculteurs qui commercialisent dans des circuits plus directs et plus intégrés économiquement. Donc, je pense que il y a un aspect promotionnel, comment dire, communication aussi, de faire savoir, qui doit se faire là-dessus pour créer des sortes de clusters autour de ces initiatives. Oui, j'avais une question par rapport à ce que tu disais sur il n'y a pas besoin de dire qu'il y a nécessité. C'est par rapport à la question on fustige toujours en disant qu'il va y avoir de la concurrence déloyale. Je m'interroge, elle est où la déloyauté dans ce cadre-là, dans la mesure où notamment lorsque on est avec des fermes publiques qui se veulent expérimentales, il y a une prise de risque qui ne prendra pas le privé. Donc il y a de la même façon un déséquilibre qui peut s'instaurer sans qu'on puisse dire vous venez marcher sur mon terrain, puisque ce n'est pas votre terrain en définitive. Oui, sauf que ce que disent les privés, c'est que la ferme publique, elle se fait avec l'argent de leurs impôts. Et, ils travaillent, ils paient des impôts, et avec ces impôts, on leur fait concurrence. Et la question est légitime. Je ne dis pas comment il faut la trancher, mais la question est légitime. Alors, juste peut-être pour rebondir sur ce point, alors j'en dirai juste un mot très rapide aussi demain, hein, mais on parlait de SIEG, donc de services d'intérêt économique général, de droit de l'Union européenne, et c'est peut-être là-dessus que ça peut coincer sur la question de faire concurrence, puisque il y a aussi la question des aides d'État. Et donc, sur ce point-là, ça pourrait vraiment être un frein quand même assez important, le fait que en accompagnant, enfin que ce soit voilà par des régies autonomes ou des EPIC ou quelle que soit la forme, en fait, l'habillement de la structure qui accueille la ferme publique, il peut y avoir cette bascule là sur l'idée de un État ou des collectivités ou encore même d'autres infrastructures vont aider, et donc ces aides publiques peuvent entraîner, à mon avis, un vrai problème au-delà de nos frontières. Et c'est peut-être là le nœud qui peut coincer, voilà, entre autres. D'où l'importance de l'article 106 du traité. Moi, je me permets aussi de rebondir sur ce que vous avez dit, évidemment, sur les propositions pour l'évolution foncière. Je m'interrogeais en fait sur la mise en pratique de ce droit de préemption secondaire à la suite des affaires, par rapport justement aux situations de terrain. Et là, peut-être que justement aussi Arthur, vous avez peut-être plus de visibilité là-dessus, mais ces projets-là, globalement, est-ce qu'ils peuvent se faire
je dirais en porte-à-faux avec les SAFER, ou en tout cas avec le désaccord des SAFER, ou est-ce que finalement une bonne entente avec les SAFER, et notamment des conventions qui permettent quand même de passer par le droit de préemption des SAFER pour porter ces projets-là, pourrait suffire. Voilà, je voulais savoir comment, en pratique, comment est-ce que ça pourrait fonctionner, cette évolution-là. Pardon, il y a une proposition quand même qui est faite par l'Association des maires de France sur ce point porté par Montsartou, enfin par Gilles Perrol. En fait, localement, encore une fois, il y a une diversité de comment ça se passe. La plupart du temps, c'est plus une forme de neutralité parce que c'est encore une fois des ovnis, en fait. C'est des objets hors normes. À la limite, il pourrait y avoir un blocage si il y avait une volonté d'acquisition foncière pour une installation d'un jeune agriculteur et qu'il y avait en même temps une volonté de la collectivité. Mais en fait, ça peut pas vraiment arriver parce que le but de la collectivité en général, c'est de favoriser ces installations-là dans un contexte de déprise agricole. Donc en fait, on regarde dans le même sens. Du coup, les affaires sont plutôt aidantes à la fin quand les projets commencent à se dessiner, à se structurer. Dans le cadre de la ferme départementale, c'est la SAFER qui a fait énormément la médiation et qui a permis la production de ce bail aussi. Enfin, c'est complètement dans les clous quoi, vis-à-vis de cet acteur du monde agricole traditionnel. Okay. Les SAFER, d'ailleurs, ont lancé tout un programme pour répertorier les friches sur leur territoire. Par exemple, moi, avec Montsartou, on avait travaillé sur une autre région, la SAFER Occitanie. Ils avaient identifié 58 000 hectares de friches. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout transformer en agriculture, mais les SAFER, elles n'ont pas les moyens d'acheter tout. Elles peuvent solliciter ou susciter auprès des propriétaires des mouvements d'acquisition, mais il ne faut pas n'importe où ou à n'importe qui. Mais les SAFER, elles ont intérêt quand même à ce que 58 000 hectares de friches ne restent pas 58 000 hectares de friches dans une situation de déprise. Donc il y a en effet, comme tu le dis, une sorte de consensus. Après, bon, les comités techniques, c'est quelquefois rude. Et puis dans les SAFER, actuellement, la décision, enfin, les représentants de l'État ont un droit de veto. Enfin, pas un droit de veto d'ailleurs, ils doivent autoriser. Moi, je suggérerais qu'on leur donne un droit de veto, plutôt justifié. Ce qui n'est pas le cas. Il suffit qu'ils disent non et l'opération ne se fait pas. Par exemple, chez nous, Loire-Atlantique, expérimentation avec 5 jeunes installés sur un ensemble foncier libre, qui est devenu libre. Expérimentation pendant, je ne sais plus, 1 an ou 2 ans pour savoir ce qu'on peut y faire. Et au bout d'1 an ou 2 ans, ils demandent à faire perdurer le système et le préfet dit non. Le préfet, il accorde les terres à un voisin pour s'agrandir. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement actuel de la SAFER. Ça n'aurait pas été la même chose si le préfet avait eu un droit de veto dûment justifié, contrôlé aussi par le juge administratif. Alors que là, non, il dit non, il dit non. Eh ben, je vous remercie en tout cas tous et toutes pour ces interventions et à vous pour vos questions. Je pense qu'on peut du coup, clore cette session et se donner rendez-vous du coup demain matin dans la même salle à 9h.